Le 14 septembre 1999, Catherine Delorme quitte son appartement du quartier Bellecour à Lyon en fin de matinée. Elle a 28 ans, travaille comme secrétaire juridique dans un cabinet d'avocats et doit déjeuner avec une amie près de la place des Terreaux. Elle porte un tailleur gris, un sac en cuir beige et emporte son portable Motorola. Elle ne reviendra jamais. Aucun témoin ne l'a vue monter dans le métro. Aucune caméra ne l'a filmé sortir de la station. Son sac, son téléphone, ses clés, tout disparaît avec elle. 25 ans plus tard, cette disparition demeure l'une des affaires les plus troublantes de la région Rhône-Alpes. Pendant des années, l'enquête piétine. Les enquêteurs interrogent la famille, les collègues, les voisins. Personne ne comprend. Catherine menait une vie ordinaire, sans dette, sans conflit, sans ennemis connus. Ses proches la décrivent comme réservée, sérieuse, ponctuelle. Le jour de sa disparition, elle avait rendez-vous à 13h avec Isabelle Fournier, une amie d'enfance. Isabelle l'attend 1 heure au café Le Florian, puis essaie de la joindre. Le portable sonne dans le vide. À 16h, elle appelle la mère de Catherine. À 18h, un signalement est déposé au commissariat du 2e arrondissement. En 2024, un notaire de Villeurbanne contacte la brigade criminelle de Lyon. Un testament vieux de 26 ans refait surface lors de la succession d'un oncle décédé. Ce document, rédigé en 1998, mentionne Catherine Delorme comme bénéficiaire d'un bien immobilier situé dans les monts du Lyonnais. Or, la famille ne savait rien de cet héritage. Pire encore, le notaire découvre qu'une signature a été falsifiée en 2001 pour transférer la propriété à un tiers. L'affaire est rouverte. Les archives judiciaires sont exhumées, et ce qui semblait être une disparition inexpliquée commence à révéler une autre vérité. Avant de continuer, une petite pause. Dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Cela m'aide à comprendre qui suit ces histoires et depuis où. Si ce type de récit vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune enquête. Un simple like aide aussi énormément la chaîne à faire découvrir ces affaires oubliées. Je lis tous vos messages et vos suggestions m'aident à choisir les prochains dossiers. Merci de votre soutien. Maintenant, revenons à notre histoire. Catherine Delorme est née le 3 avril 1971 à Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône. Fille unique de Sylvie et Michel Delorme, elle grandit dans un pavillon tranquille du quartier Belle-Roche. Son père travaille comme comptable dans une coopérative vinicole. Sa mère est aide-soignante à l'hôpital Nord-Ouest. Catherine suit une scolarité sans éclat, mais régulière. Elle obtient un baccalauréat littéraire en 1989, puis un BTS d'assistanat de direction à Lyon. En 1994, elle est embauchée par le cabinet Moreau & Associés, spécialisé en droit des sociétés, situé rue de la République. Elle loue un studio dans le 2e arrondissement en 1996, puis déménage en 1998 dans un 2 pièces rue Salat, toujours à Bellecour. Ses voisins la décrivent comme discrète, souriante, jamais bruyante. Elle sort peu le soir, pas de petit ami connu, pas de fête. Elle passe ses week-ends chez ses parents ou chez son amie Isabelle. Elle aime lire, regarder des films au cinéma Pathé Bellecour et se promener le long du Rhône. Une vie simple, sans mystère apparent. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Le matin du 14 septembre 1999, Catherine se lève à 7h30. Elle prend son petit déjeuner, enfile son tailleur gris et quitte son appartement vers 11h15. Elle doit retrouver Isabelle à 13h au café Le Florian, place des Terreaux. Le trajet en métro dure environ 15 minutes. Elle a tout le temps, mais elle ne se présentera jamais au rendez-vous. Isabelle patiente, commande un café, puis un deuxième. À 14h, elle commence à s'inquiéter. À 16h, elle appelle Sylvie Delorme. La mère de Catherine dit qu'elle n'a pas eu de nouvelles depuis la veille. Sylvie Delorme se rend au commissariat du 2e arrondissement à 18h.
Elle dépose un signalement. Les policiers notent les informations. Catherine Delorme, 28 ans, 1,68 m, cheveux châtains mi-longs, yeux marrons, tailleur gris, sac beige. Ils appellent les hôpitaux. Rien. Ils vérifient les accidents de la route. Rien. Ils retournent à l'appartement rue Salat. Tout est en ordre. Pas de traces de lutte. Pas de lettres. Le portable de Catherine ne répond plus. Les relevés bancaires montrent qu'aucun retrait n'a été effectué après le 13 septembre. Elle s'est volatilisée. Les premières heures d'une disparition sont cruciales. Passé ce délai, les chances de retrouver la personne vivante diminuent drastiquement. Les enquêteurs interrogent les voisins, les collègues, les amis. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Catherine n'avait pas de dette, pas de conflit au travail, pas d'ex violent, pas de problème psychiatrique connu. Elle n'avait aucune raison de fuir. Et pourtant, elle avait disparu. Comme si elle s'était évaporée entre son appartement et le métro. Pendant 25 ans, cette affaire restera sans réponse, jusqu'à ce qu'un notaire ouvre un dossier poussiéreux en 2024. L'enquête démarre le 15 septembre 1999, moins de 24 heures après la disparition. Le commandant Philippe Garnier, de la brigade criminelle de Lyon, prend en charge le dossier. Il a 43 ans, 20 ans de métier et une solide réputation dans les affaires de personnes disparues. Il commence par auditionner Isabelle Fournier, la dernière personne à avoir eu un contact prévu avec Catherine. Isabelle explique qu'elles se connaissent depuis le lycée. Elles se voient environ une fois par mois. Rien de particulier dans leurs échanges récents. Catherine semblait normale, ni inquiète ni euphorique. Elle avait simplement proposé ce déjeuner pour rattraper le temps perdu. Philippe Garnier interroge ensuite les collègues du cabinet Moreau & Associés. Tous décrivent Catherine comme une employée modèle. Ponctuelle, consciencieuse, jamais absente sans prévenir. Son supérieur, maître Bruno Moreau, avocat associé, confirme qu'elle devait revenir au bureau à 14h30 le jour de sa disparition. Elle n'est jamais revenue. Aucun appel. Aucun message. Le commandant examine son bureau. Rien d'anormal. Pas de dossier sensible. Pas de conflit avec un client. Catherine gérait principalement des tâches administratives, rédaction de courriers, classement de documents, prise de rendez-vous. Un travail sans risque apparent. Les parents de Catherine, Sylvie et Michel Delorme sont auditionnés à leur domicile de Villefranche-sur-Saône. Ils sont effondrés. Sylvie pleure sans interruption. Michel, un homme de 62 ans au visage fermé, répète qu'il ne comprend pas. Catherine leur téléphonait 2 fois par semaine. Elle venait déjeuner le dimanche. Rien ne laissait présager une fugue. Philippe Garnier pose des questions délicates. Catherine avait-elle des problèmes d'argent? Non. Des relations amoureuses compliquées? Non. Des ennemis? Personne. Les parents évoquent une fille solitaire, mais équilibrée. Aucun signe de dépression. Aucune raison de disparaître. Les enquêteurs exploitent les relevés téléphoniques de Catherine. Son portable Motorola a émis un dernier signal le 14 septembre à 11h22, depuis une borne située près de la station de métro Bellecour. Après 7 heures, plus rien. Le téléphone s'est éteint ou a été détruit. Les relevés bancaires montrent un dernier retrait de 400 francs le 13 septembre au distributeur de la rue de la République. Aucun mouvement après. Aucun achat par carte. Catherine avait environ 1200 francs sur son compte courant. Pas de trajet en train, en bus, en taxi. Aucune trace. Philippe Garnier commence à envisager une hypothèse plus sombre. Catherine n'a peut-être jamais quitté Lyon. Les premières semaines, l'enquête se concentre sur l'entourage proche. Les amis, les anciens camarades de classe, les voisins de l'immeuble rue Salat. Personne ne se souvient d'avoir vu Catherine le matin du 14 septembre. Une voisine du 3e étage pense l'avoir entendue fermer sa porte vers 11h, mais elle n'en est pas certaine. Philippe Garnier ordonne une fouille de l'appartement.
Les techniciens de la police scientifique ne relèvent aucune anomalie. Pas de traces de sang. Pas de signes de violence. Tout est propre, rangé, banal. Le lit est fait. La vaisselle est lavée. Le frigo contient des yaourts, du lait, des légumes. Catherine prévoyait manifestement de rentrer. Les enquêteurs interrogent également les commerçants du quartier Bellecour. Le boulanger de la rue Salat dit qu'elle venait acheter une baguette tous les matins vers 8 heures. Mais pas ce jour-là. Le pharmacien ne l'a pas vue non plus. Le buraliste ne se souvient de rien. Philippe Garnier fait diffuser un avis de recherche dans les médias locaux. Le portrait de Catherine apparaît dans Le Progrès, sur France 3 Rhône-Alpes et sur les panneaux d'affichage de la ville. Des témoignages affluent. Une femme prétend avoir vu Catherine à la gare de Perrache. Un autre témoin l'aurait aperçue à Villeurbanne. Toutes les pistes sont vérifiées. Aucune ne mène nulle part. Les semaines deviennent des mois. L'enquête ralentit. Philippe Garnier contacte les services de police des départements voisins. Il élargit les recherches à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rien. Catherine Delorme semble avoir disparu sans laisser la moindre trace. Les parents organisent des battues dans les bois des monts du Lyonnais, dans les forêts de l'Ain, le long des berges du Rhône. Des bénévoles ratissent les chemins, les fossés, les ruisseaux. Ils ne trouvent rien. Pas de vêtements, pas de sac, pas de corps. En janvier 2000, l'affaire est classée en disparition inquiétante. Le dossier reste ouvert, mais les moyens sont réduits. Catherine devient un nom dans les archives. Les années passent. Sylvie Delorme refuse d'abandonner. Elle contacte régulièrement le commissariat. Elle colle des affiches dans Lyon. Elle participe à des émissions de télévision dédiées aux personnes disparues. En 2005, elle crée une association pour les familles de disparus. Elle organise des rassemblements, des collectes de fonds, des marches blanches. Michel Delorme, lui, s'enferme dans le silence. Il prend sa retraite en 2003 et ne sort presque plus de chez lui. Le couple vieillit dans l'attente. Chaque sonnerie de téléphone, chaque coup de sonnette ravive l'espoir. Puis l'espoir s'éteint. Catherine a disparu et personne ne sait pourquoi. En 2010, le commandant Philippe Garnier prend sa retraite. Le dossier Catherine Delorme est transmis à un jeune lieutenant, Thomas Perrin, qui vient d'intégrer la brigade criminelle. Thomas a 32 ans, une formation en criminologie et une passion pour les affaires non résolues. Il reprend le dossier depuis le début. Il relit les procès-verbaux, étudie les témoignages, analyse les relevés bancaires. Il constate que l'enquête initiale a été rigoureuse, mais qu'aucune piste solide n'a jamais émergé. Catherine n'avait pas de mobile pour disparaître, pas de raison de se cacher, pas d'ennemi, pas de secret, du moins aucun secret connu. Thomas Perrin décide de réinterroger certains témoins. Isabelle Fournier, désormais mère de 2 enfants et professeure de mathématiques à Villeurbanne, confirme sa version des faits. Catherine était normale ce jour-là. Rien d'inhabituel. Maître Bruno Moreau, l'ancien employeur, est retraité depuis 2008. Il habite maintenant à Annecy. Thomas le contacte par téléphone. Bruno se souvient bien de Catherine, une employée discrète, fiable, sans histoire. Il ajoute un détail. Catherine avait demandé quelques jours de congé en octobre 1999 pour régler des affaires familiales. Mais elle n'avait jamais précisé lesquelles. Thomas note cette information. Des affaires familiales. Quel genre d'affaires? Pourquoi n'en avait-elle parlé à personne? Thomas Perrin interroge à nouveau les parents. Sylvie Delorme a maintenant 75 ans. Michel est décédé en 2018 d'une crise cardiaque. Sylvie vit seule dans le pavillon de Villefranche. Elle accueille Thomas avec un thé et des biscuits. Elle raconte les mêmes choses que depuis 20 ans. Catherine était une fille simple, sans problème. Mais Thomas insiste. Catherine avait-elle mentionné des affaires familiales en 1999? Sylvie réfléchit. Oui, peut-être. Il y avait eu une histoire d'héritage. Un oncle éloigné, du côté de Michel. Mais elle ne se souvient plus des détails. Thomas demande le nom de cet oncle.
Sylvie fouille dans ses papiers. Elle finit par retrouver un faire-part de décès. André Delorme, frère cadet de Michel, décédé en juillet 2024, à l'âge de 92 ans. André Delorme. Le nom résonne dans la tête de Thomas Perrin, un oncle décédé en 2024, 25 ans après la disparition de Catherine. Thomas demande à Sylvie ce qu'elle sait de cet homme. Sylvie explique qu'André était le frère de Michel, mais qu'ils n'étaient pas proches. André vivait seul dans une maison isolée près de Saint-Symphorien-sur-Coise, dans les monts du Lyonnais. Il avait travaillé comme garde forestier pendant 40 ans, jamais marié, pas d'enfant. Un homme taciturne, peu fréquentable selon Sylvie. Michel et lui ne se voyaient qu'aux enterrements. Après la mort de Michel en 2018, Sylvie n'avait plus eu de contact avec André. Elle ignorait même qu'il était décédé en 2024. Thomas Perrin creuse cette piste. Il contacte la mairie de Saint-Symphorien-sur-Coise. On lui confirme le décès d'André Delorme, survenu le 12 juillet 2024. Aucun héritier direct. La succession est gérée par un notaire de Villeurbanne, maître Guillaume Garnier. Thomas appelle l'étude notariale. Maître Garnier accepte de le recevoir. Rendez-vous est pris pour le lendemain. Thomas se rend à Villeurbanne avec un dossier complet sur Catherine Delorme. Il arrive à l'étude à 14 heures. Maître Garnier, un homme d'une quarantaine d'années au costume impeccable, l'accueille dans son bureau. Il explique qu'il a justement essayé de joindre la police il y a quelques semaines. Une affaire étrange, un testament vieux de 26 ans. Maître Garnier sort un document jauni d'une chemise cartonnée. Il s'agit d'un testament holographe rédigé par André Delorme en 1998. Le texte est simple. André lègue sa maison de Saint-Symphorien-sur-Coise à sa nièce, Catherine Delorme. En cas de décès de Catherine, le bien revient à son frère Michel. En cas de décès de Michel, à la veuve de Michel. Le testament est daté du 15 juin 1998 et signé de la main d'André. Maître Garnier explique qu'il a découvert ce document en triant les archives de la succession. Mais il y a un problème. En 2001, soit 2 ans après la disparition de Catherine, la maison a été vendue à un certain Didier Girard, résident de Lyon. Le prix de vente, 300 000 francs, soit environ 46 000 euros. Thomas Perrin fronce les sourcils. Comment la maison a-t-elle pu être vendue si Catherine était l'héritière? Maître Garnier sort un autre document, un acte de vente daté du 8 mars 2001. Le vendeur est André Delorme, l'acquéreur est Didier Girard. Mais il y a aussi une procuration, signée prétendument par Catherine Delorme le 10 janvier 2001, autorisant André à vendre le bien en son nom. Maître Garnier a comparé cette signature avec d'autres documents administratifs de Catherine. Conclusion, la signature est fausse. Quelqu'un a falsifié la procuration. Quelqu'un a vendu une maison qui ne lui appartenait pas. Thomas Perrin sent son pouce accélérer. Cette affaire vient de prendre une autre dimension. Thomas demande à voir tous les documents liés à cette vente. Maître Garnier lui remet des copies. L'acte de vente a été enregistré chez un notaire de Saint-Étienne, maître Alain Bernard, aujourd'hui retraité. Thomas appelle immédiatement l'ancien notaire. Alain Bernard, 72 ans, se souvient vaguement de cette transaction. Une vente banale, dit-il. André Delorme voulait vendre sa maison pour financer sa retraite. Il avait présenté une procuration signée par sa nièce. Tout semblait en règle. Alain Bernard n'avait aucune raison de douter. La vente avait été finalisée sans accroc. Didier Girard avait payé comptant. Affaire classée. Thomas demande si Alain Bernard a gardé des archives. Non. Les dossiers de 2001 ont été détruits après le délai légal de conservation. Thomas Perrin retourne au commissariat de Lyon. Il lance une recherche sur Didier Girard. Didier Girard, né en 1956, 68 ans aujourd'hui. Domicilié à Lyon, rue Garibaldi. Profession, entrepreneur en bâtiment à la retraite. Casier judiciaire vierge.
Aucun lien apparent avec Catherine Delorme. Thomas décide de lui rendre visite. Il se présente à son domicile le lendemain matin. Didier Girard ouvre la porte. C'est un homme corpulent, au visage rougeau, aux cheveux gris clairsemés. Thomas se présente et explique l'objet de sa visite. Didier Girard semble surpris. Il invite Thomas à entrer. Le salon est encombré de meubles anciens, de bibelots, de cadres photos. Didier propose un café. Thomas accepte. Didier Girard explique qu'il a acheté la maison de Saint-Symphorien-sur-Coise en 2001. Il cherchait une résidence secondaire pour les week-ends. Un ami lui avait parlé de cette propriété à vendre. Il avait contacté André Delorme. Ils s'étaient rencontrés plusieurs fois. André voulait 300 000 francs. Didier avait accepté. Tout s'était passé normalement. Il avait signé chez le notaire, payé en liquide, récupéré les clés. Il avait utilisé la maison pendant 10 ans, puis l'avait revendue en 2011 à un couple de retraités. Pas de problème. Thomas demande s'il connaissait Catherine Delorme. Non, jamais entendu parler. Thomas demande s'il savait qu'André avait une nièce. Non. André ne parlait jamais de sa famille. Thomas demande comment il avait payé. En liquide, confirme Didier. 300 000 francs en billets de 500 francs. Il les avait retirés de son compte en plusieurs fois. Thomas Perrin prend des notes. 300 000 francs en liquide, une somme importante pour 2001. Thomas demande pourquoi en liquide. Didier répond qu'André avait insisté. Il ne voulait pas de chèque. Il ne faisait confiance qu'à l'argent liquide. Thomas demande si Didier a des preuves de ses retraits. Didier fouille dans un meuble. Il sort des relevés bancaires jaunis. Thomas vérifie. Effectivement, plusieurs retraits importants entre janvier et mars 2001. Total, 300 000 francs. Tout semble cohérent. Thomas demande si Didier a revu André après la vente. Oui, 1 ou 2 fois. André venait parfois récupérer du matériel qu'il avait laissé dans la maison. Puis plus rien. Thomas remercie Didier et prend congé. Il a maintenant une certitude. André Delorme a vendu une maison qui n'était plus la sienne. Mais pourquoi? Thomas Perrin se rend à Saint-Symphorien-sur-Coise. La maison, située sur un chemin isolé à 2 kilomètres du bourg, est aujourd'hui habitée par un couple de retraités, Monique et Jean Martin. Thomas se présente. Ils acceptent de le recevoir. La maison est modeste. 2 chambres, une cuisine, un salon, un jardin. Jean Martin explique qu'ils l'ont acheté en 2011 pour s'y installer définitivement. Ils avaient visité plusieurs propriétés dans le secteur. Celle-ci leur avait plu. Didier Girard leur avait vendu la maison pour 90 000 €, un bon prix. Ils avaient signé chez un notaire de Lyon. Pas de complications. Thomas demande s'ils connaissent l'histoire de la maison. Non. Didier ne leur avait rien dit. Thomas explique brièvement l'affaire. Monique et Jean sont stupéfaits. Ils ignoraient tout de cette histoire. Thomas demande s'il peut visiter la maison. Monique et Jean acceptent. Thomas inspecte les pièces. Rien de particulier. La maison a été rénovée. Les murs ont été repeints. Le sol a été refait. Pas de cave, pas de grenier. Thomas sort dans le jardin. Il observe les alentours. La forêt commence à quelques mètres. Le terrain fait environ 1000 mètres carrés. Thomas marche lentement. Il cherche quelque chose, sans savoir quoi. Près d'un vieux chêne, il remarque une zone où l'herbe pousse différemment, comme si le sol avait été retourné puis tassé. Thomas demande à Jean s'il a fait des travaux dans cette zone. Non. Le jardin était comme ça quand ils sont arrivés. Thomas note mentalement l'emplacement. Il remercie le couple et quitte les lieux. De retour au commissariat, Thomas rédige un rapport. Il y a maintenant plusieurs éléments troublants. Un testament léguant une maison à Catherine Delorme. Une procuration falsifiée. Une vente réalisée 2 ans après la disparition de Catherine. Un paiement en liquide et une zone suspecte dans le jardin de la maison. Thomas demande l'autorisation de lancer des fouilles. Sa hiérarchie hésite. L'affaire est vieille. Les preuves sont minces. Mais Thomas insiste. Il y a trop de coïncidences. Finalement,
Le procureur de la République donne son accord. Une équipe de la police scientifique est mobilisée. Les fouilles commencent le 15 octobre 2024. Monique et Jean-Martin sont prévenus. Ils acceptent de laisser les enquêteurs travailler. Le périmètre est sécurisé. Les techniciens installent leur matériel. Thomas Perrin supervise les opérations. Il ne sait pas encore ce qu'ils vont trouver, mais il sent qu'ils approchent de la vérité. Les techniciens commencent par scanner le sol avec un géoradar. L'appareil détecte une anomalie à environ 1,50 m de profondeur, sous le vieux chêne. Une densité différente. Quelque chose a été enterré à cet endroit. Thomas ordonne de creuser. Les techniciens utilisent des pelles, des truelles, des pinceaux. Ils avancent lentement, méthodiquement. Après 2 heures de travail, ils mettent au jour une bâche en plastique enroulée. Thomas s'approche. Les techniciens déplient délicatement la bâche. À l'intérieur, des ossements humains. Un crâne, des côtes, un fémur, des vêtements en lambeaux, un sac en cuir. Thomas reconnaît immédiatement la description. Un sac beige, le sac de Catherine Delorme. Ils ont trouvé son corps, 25 ans après sa disparition. La découverte du corps bouleverse l'enquête. Thomas Perrin fait immédiatement sécuriser les lieux. Les techniciens de la police scientifique prélèvent les ossements avec une extrême précaution. Chaque élément est photographié, répertorié, emballé. Le sac en cuir est ouvert sur place. À l'intérieur, un portefeuille contenant une carte d'identité au nom de Catherine Delorme, quelques billets de banque détrempés, un trousseau de clés et un téléphone portable Motorola corrodé. Thomas reconnaît les objets décrits dans le rapport de disparition de 1999. Il n'y a plus aucun doute. Catherine Delorme repose ici depuis 25 ans, enterrée dans le jardin de la maison qu'elle devait hériter. Une ironie macabre qui glace Thomas jusqu'à la moelle. Les ossements sont transférés à l'Institut médico-légal de Lyon. Le médecin légiste, le docteur Alain Bernard, procède à une expertise complète. L'analyse ADN confirme l'identité. Il s'agit bien de Catherine Delorme. Le docteur Bernard estime que la mort remonte à environ 25 ans, ce qui correspond à la période de la disparition. L'examen des ossements révèle une fracture du crâne au niveau de l'os temporal gauche, une blessure ante-mortem, c'est-à-dire survenue avant le décès. Le docteur conclut que Catherine a été frappée violemment à la tête avec un objet contondant. Le coup a probablement causé un traumatisme crânien fatal. Pas de traces de ligature, pas de blessure défensive. Catherine n'a pas eu le temps de se défendre. Elle a été tuée rapidement, brutalement. Thomas Perrin analyse ces informations. Catherine a été assassinée. Son corps a été enterré dans le jardin de la maison de Saint-Symphorien-sur-Coise, la maison qu'elle devait hériter, la maison vendue par André Delorme en 2001. André savait. Il savait que Catherine était enterrée là. Il a falsifié une procuration pour vendre la propriété et effacer les traces. Mais pourquoi? Quel était son mobile? Thomas décide de reconstituer les derniers jours de Catherine. Le 14 septembre 1999, elle quitte son appartement rue Salat. Elle ne se rend jamais au café Le Florian. Quelqu'un l'a interceptée, quelqu'un l'a tuée, quelqu'un l'a transportée jusqu'à Saint-Symphorien-sur-Coise, et quelqu'un l'a enterrée. Ce quelqu'un, c'est André Delorme. Mais était-il seul? Thomas Perrin retourne interroger Sylvie Delorme. La nouvelle de la découverte du corps a été un choc terrible pour elle. Sylvie pleure, s'effondre, puis se reprend. Elle veut savoir, elle veut comprendre. Thomas lui explique les conclusions du médecin légiste. Catherine a été tuée d'un coup à la tête. Son corps a été enterré dans le jardin de la maison d'André. Sylvie ne peut y croire. André? Le frère de Michel? Pourquoi aurait-il fait ça? Thomas pose des questions plus précises. André avait-il des problèmes financiers en 1999? Sylvie réfléchit. Oui, peut-être. André avait eu des ennuis avec le fisc. Il devait de l'argent.
Michel lui avait prêté 10 000 francs en 1998. André ne les avait jamais remboursés. Thomas demande si André avait parlé d'un héritage en 1998. Sylvie se souvient vaguement. André avait mentionné qu'il voulait léguer sa maison à Catherine. Il disait qu'elle était sa seule nièce, qu'elle méritait quelque chose. Michel avait trouvé ça étrange. André n'était pas proche de Catherine. Ils se voyaient à peine. Mais André avait insisté. Il avait rédigé un testament. Michel n'y avait plus pensé. Thomas comprend maintenant le mécanisme. André avait rédigé un testament en faveur de Catherine. Puis il l'avait tuée. Puis il avait falsifié une procuration pour vendre la maison. Mais pourquoi tuer Catherine? Quel était le mobile? Thomas a besoin d'en savoir plus sur André Delorme. Thomas se rend à Saint-Symphorien-sur-Coise. Il interroge les voisins d'André Delorme. La maison d'André, située à 500 mètres de celle vendue à Didier Girard, est aujourd'hui abandonnée. Les volets sont fermés. Le jardin est envahi par les ronces. Thomas frappe aux portes des maisons voisines. Un vieil homme, René Laurent, accepte de parler. René a 90 ans. Il a connu André pendant 40 ans. André était un homme solitaire, taciturne, parfois violent. Il buvait. Il avait des crises de colère. Les gens du village l'évitaient. René se souvient qu'André avait eu des problèmes avec la justice dans les années 80. Une histoire de braconnage. Il avait écopé d'une amende. Après ça, il s'était encore plus isolé. René se souvient aussi de septembre 1999. Un soir, André était venu frapper à sa porte. Il était nerveux, agité. Il avait demandé à emprunter une pelle et une pioche. René les lui avait prêtées. André avait dit qu'il devait réparer une canalisation. Il avait rendu les outils 2 jours plus tard. René n'y avait pas pensé à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'était étrange. Thomas note cette information. Une pelle et une pioche empruntées en septembre 1999. Le même mois que la disparition de Catherine, André avait creusé une tombe. Il avait enterré sa nièce. Thomas demande si René a remarqué quelque chose d'autre. Oui. André avait une voiture, une vieille Renault 21 bleue. René se souvient l'avoir vue garée près de la maison vendue à Didier Girard vers la mi-septembre 1999. André y allait souvent à cette période. Thomas Perrin retourne à Lyon. Il fait des recherches sur la Renault 21 bleue d'André Delorme. Le véhicule a été revendu en 2002 à un ferrailleur de Saint-Étienne. Impossible de le retrouver aujourd'hui. Mais Thomas a une autre piste. Il fait analyser les relevés téléphoniques d'André Delorme en septembre 1999. Les archives de l'opérateur montrent plusieurs appels entre André et un numéro fixe à Lyon. Le numéro appartient à un certain Bruno Morel. Thomas cherche ce nom dans les bases de données. Bruno Morel, né en 1955, 69 ans aujourd'hui. Domicilié à Lyon, quartier de la Croix-Rousse. Profession: ancien électricien. Casier judiciaire: une condamnation en 1988 pour recel de biens volés. Thomas décide de l'interroger. Thomas se présente au domicile de Bruno Morel le lendemain matin. Bruno ouvre la porte. C'est un homme maigre, au visage anguleux, aux yeux fuyants. Thomas se présente et explique l'objet de sa visite. Bruno semble nerveux. Il invite Thomas à entrer. L'appartement est petit, sombre, encombré. Bruno propose un café. Thomas refuse. Il pose des questions directes. « Connaissiez-vous André Delorme ?»« Oui. »« Comment l'avez-vous connu ?»« Par un ami commun. »« Quel type de relation aviez-vous ?»« On se voyait de temps en temps. »« Pourquoi l'avez-vous appelé en septembre 1999 ?» Bruno hésite. Il dit qu'il ne se souvient pas. Thomas insiste. Les relevés téléphoniques montrent plusieurs appels. Bruno transpire. Il finit par avouer. Bruno Morel explique qu'André l'avait contacté en septembre 1999. André avait besoin d'aide pour un travail. Il ne précisait pas quoi. Il offrait 5 000 francs. Bruno avait accepté. André lui avait donné rendez-vous à Saint-Symphorien-sur-Coise.
Bruno était venu avec sa camionnette. André lui avait demandé de l'aider à transporter un gros sac. Bruno ne savait pas ce que c'était. André avait dit que c'était du matériel. Ils avaient chargé le sac dans la camionnette. Ils l'avaient transporté jusqu'à une maison isolée. Ils avaient creusé un trou dans le jardin. Ils avaient enterré le sac. Bruno avait compris que c'était louche, mais il n'avait rien dit. André lui avait donné l'argent. Bruno était parti. Il n'avait plus jamais revu André. Thomas écoute le récit en silence. Bruno Morel vient d'avouer sa complicité dans l'enterrement du corps de Catherine Delorme. Thomas Perrin arrête immédiatement Bruno Morel. Il est placé en garde à vue. Thomas retourne au commissariat. Il rédige un rapport complet. L'affaire est maintenant claire. André Delorme a tué sa nièce Catherine le 14 septembre 1999. Il l'a probablement attirée à Saint-Symphorien-sur-Coise sous un prétexte. Il l'a frappée à la tête. Il a appelé Bruno Morel pour l'aider à enterrer le corps. En 2001, André a falsifié une procuration au nom de Catherine pour vendre la maison et récupérer l'argent. Il a utilisé cet argent pour régler ses dettes. Bruno Morel a été complice de dissimulation de cadavres. Les deux hommes ont gardé le secret pendant 25 ans. Mais André est mort en 2024. Bruno, lui, va devoir répondre de ses actes. Thomas Perrin convoque le procureur de la République. Une instruction judiciaire est ouverte. L'arrestation de Bruno Morel fait les gros titres dans la presse locale. 25 ans après la disparition de Catherine Delorme, l'affaire refait surface avec une violence inouïe. Les journalistes se pressent devant le commissariat de Lyon. Les caméras de France 3 Rhône-Alpes filment les allées et venues des enquêteurs. Le Progrès publie une série d'articles retraçant toute l'histoire. Sylvie Delorme, effondrée mais soulagée de savoir enfin la vérité, accepte de témoigner. Elle explique à la télévision que sa fille n'a pas disparu par accident. Elle a été assassinée par son propre oncle, un homme de la famille, un homme censé la protéger. Les mots sont durs, mais nécessaires. Sylvie veut que justice soit faite. Thomas Perrin continue son enquête. Bruno Morel, en garde à vue, est interrogé pendant 48 heures. Il maintient sa version. Il ne savait pas ce qu'il transportait. André lui avait dit que c'était du matériel. Il avait juste aidé à creuser un trou. Il n'avait rien vu, rien compris. Il avait juste pris l'argent. Thomas ne le croit pas. Les relevés téléphoniques montrent que Bruno a appelé André 3 fois le 14 septembre 1999. 3 fois. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui aide innocemment. Thomas confronte Bruno. Bruno finit par craquer. Il avoue qu'il avait des doutes. Le sac était lourd, rigide, étrange. Mais il avait besoin d'argent. Il avait fermé les yeux. Il avait préféré ne rien savoir. Thomas Perrin demande à Bruno de décrire précisément la scène. Bruno raconte. André l'avait appelé dans la matinée du 14 septembre 1999. Il lui avait dit de venir vers 18h à Saint-Symphorien-sur-Coise. Bruno était arrivé avec sa camionnette. André l'attendait devant une maison isolée. Il avait l'air nerveux. Il transpirait. Il avait un sac enroulé dans une bâche en plastique. Ils avaient chargé le sac dans la camionnette. André avait demandé à Bruno de conduire jusqu'à une autre maison, à 2 kilomètres. Ils étaient arrivés à la nuit tombée. André avait sorti des pelles. Ils avaient creusé un trou sous un chêne, 1,50 m de profondeur. Ça avait pris 2 heures. Ils avaient déposé le sac au fond. Ils avaient recouvert de terre. Ils avaient tassé. André avait dit que c'était fini. Il avait donné 5 000 francs en billets de 500 francs. Bruno était reparti. Thomas demande si Bruno a revu André après cette nuit. Oui, une fois, en mars 2001. André avait appelé Bruno pour lui demander un service. Il avait besoin d'un faux document, une procuration signée par quelqu'un d'autre. Bruno connaissait un type qui fabriquait des faux papiers. Un certain Stéphane Lambert, faussaire occasionnel, disparu depuis 2005. Bruno avait mis André en contact avec Stéphane. Quelques jours plus tard,
André avait récupéré une procuration signée au nom de Catherine Delorme. Bruno ne savait pas ce qu'André comptait en faire. Il ne posait pas de questions. André lui avait donné 2000 francs pour le service rendu. Thomas note tout. Bruno Morel n'est pas seulement complice de dissimulation de cadavres. Il est aussi complice de faux et usage de faux. Thomas Perrin fouille dans les archives judiciaires. Il cherche Stéphane Lambert. Né en 1970, il aurait 54 ans aujourd'hui. Condamné en 2003 pour falsification de documents administratifs. Disparu en 2005. Aucune trace depuis. Pas de relevé bancaire, pas de déclaration fiscale, pas de domicile connu. Thomas lance un avis de recherche nationale. Peut-être Stéphane est-il encore en vie. Peut-être pourra-t-il confirmer qu'il a fabriqué la fausse procuration pour André Delorme. En attendant, Thomas se concentre sur André. Il veut comprendre pourquoi André a tué Catherine. Quel était son mobile? Pourquoi léguer une maison à sa nièce, puis la tuer pour récupérer cette maison? Cela n'a aucun sens. À moins que... Thomas Perrin retourne interroger Sylvie Delorme. Il lui pose une question précise. Catherine savait-elle qu'André lui avait légué sa maison? Sylvie réfléchit. Oui. André avait envoyé une lettre à Catherine en juin 1998. Une lettre où il expliquait qu'il voulait lui léguer sa maison de Saint-Symphorien-sur-Coise. Catherine en avait parlé à ses parents. Michel avait trouvé ça bizarre. André ne donnait jamais rien. Pourquoi maintenant? Catherine, elle, était contente. Elle rêvait d'avoir une maison à la campagne. Elle projetait même de s'y installer un jour. Thomas demande si Catherine avait visité la maison. Oui. André l'avait invitée en juillet 1988. Catherine y était allée un week-end. Elle était revenue enchantée. La maison était simple, mais charmante. Le jardin était grand. La forêt tout autour était magnifique. Elle imaginait déjà y passer ses week-ends. Thomas comprend soudain. Catherine avait visité la maison en juillet 1998. Elle connaissait les lieux. André avait rédigé le testament en juin 1998, juste avant cette visite. Pourquoi? Thomas fouille dans les archives notariales. Il retrouve le testament d'André. Il le relit attentivement. Quelque chose le frappe. Le testament stipule que la maison revient à Catherine, mais à une condition, qu'elle accepte l'héritage de son vivant. Si Catherine décède avant André, le bien revient à Michel. Si Michel décède avant André, le bien revient à Sylvie. Mais si Catherine est vivante au moment du décès d'André, elle hérite automatiquement. André avait tout prévu, sauf que Catherine est morte en 1999. Donc, juridiquement, elle n'a jamais hérité. Donc, la maison revenait à Michel. Mais Michel ignorait l'existence du testament. André a profité de cette ignorance pour vendre la maison en 2001, en falsifiant une procuration au nom de Catherine. Thomas Perrin reconstruit le puzzle. André Delorme avait des dettes. Il devait de l'argent au fisc, à des créanciers. Il voulait vendre sa maison pour rembourser, mais il ne pouvait pas la vendre directement. Il avait des saisies en cours. Alors il a eu une idée. Il a rédigé un testament en faveur de Catherine. Il a attiré Catherine chez lui sous prétexte de lui montrer la maison. Il l'a tuée. Il a enterré son corps dans le jardin de l'autre maison, celle qu'il possédait à 2 kilomètres. Puis il a attendu 2 ans. En 2001, il a fait fabriquer une fausse procuration au nom de Catherine. Il a vendu la maison à Didier Girard pour 300 000 francs. Il a empoché l'argent. Il a remboursé ses dettes. Et il a vécu tranquillement jusqu'à sa mort en 2024. 25 ans sans être inquiété. 25 ans avec le secret d'un meurtre. Mais pourquoi avoir enterré Catherine dans le jardin de l'autre maison? Pourquoi ne pas l'avoir enterrée ailleurs? Thomas réfléchit. Peut-être parce qu'André savait qu'il allait vendre cette maison. Peut-être parce qu'il voulait que le corps soit découvert un jour, mais pas tout de suite. Peut-être parce qu'il pensait que personne ne chercherait là, ou peut-être simplement parce que c'était pratique. La maison était isolée. Le jardin était grand.
Personne ne venait. André pouvait enterrer Catherine sans être vu. Thomas ne saura jamais exactement pourquoi André a choisi cet endroit. Mais une chose est sûre, André a tué sa nièce pour de l'argent. Un meurtre crapuleux, un meurtre familial, un meurtre qui aurait pu rester impuni si un notaire n'avait pas ouvert un dossier poussiéreux en 2024. Thomas Perrin convoque le juge d'instruction. Une confrontation est organisée entre Bruno Morel et les témoins. René Laurent, le voisin d'André, confirme avoir prêté une pelle et une pioche en septembre 1999. Didier Girard confirme avoir acheté la maison en 2001 contre 300 000 francs en liquide. Maître Guillaume Garnier confirme la falsification de la procuration. Le dossier est solide. Bruno Morel est mis en examen pour complicité de meurtre, dissimulation de cadavres et faux et usage de faux. Il risque 20 ans de prison. Son procès aura lieu en 2025. Sylvie Delorme se constituera partie civile. Elle veut que Bruno paie pour ce qu'il a fait. Elle veut que la mémoire de Catherine soit honorée. Elle veut que justice soit rendue. Thomas Perrin rédige son rapport final. Il y détaille toute l'enquête, depuis la découverte du testament en 2024 jusqu'à l'arrestation de Bruno Morel. Il y explique le mobile d'André Delorme, l'argent. Il y décrit le modus operandi, le guet-apens, le meurtre, l'enterrement, la falsification, la vente. Il y souligne les erreurs de l'enquête initiale en 1999, l'absence de vérification des héritages, l'absence de recherche dans les propriétés familiales. Il y formule des recommandations pour éviter que de telles affaires ne restent impunies. Son rapport est transmis au procureur de la République qui le transmet au ministère de la Justice. L'affaire Catherine Delorme devient un cas d'école dans la formation des enquêteurs. Un exemple de ce qu'il ne faut pas négliger. Un exemple de ce qu'un notaire peut découvrir 25 ans plus tard. Le procès de Bruno Morel s'ouvre le 12 mars 2025 devant la cour d'assises de Lyon. La salle d'audience est bondée. Des journalistes, des curieux, des proches de Catherine. Sylvie Delorme est assise au premier rang, entourée d'amis et de membres de son association de familles de disparus. Bruno Morel entre, menottes au poignet, escorté par 2 gendarmes. Il a maigri. Il a vieilli. Il baisse les yeux. Il ne regarde personne. Le président de la cour, maître Philippe Thomas, ouvre les débats. Il rappelle les faits. Le 14 septembre 1999, Catherine Delorme disparaît à Lyon. Le 15 octobre 2024, son corps est découvert enterré dans le jardin d'une maison à Saint-Symphorien-sur-Coise. L'enquête révèle qu'elle a été tuée par son oncle, André Delorme, décédé en 2024. Bruno Morel est accusé de complicité. L'avocat général, maître Alain Bernard, prend la parole. Il décrit le crime avec précision. André Delorme avait des dettes. Il voulait de l'argent. Il a tué sa nièce pour récupérer une maison. Mais il ne pouvait pas agir seul. Il a fait appel à Bruno Morel. Bruno a aidé à transporter le corps. Il a aidé à creuser la tombe. Il a aidé à falsifier une procuration. Bruno n'est pas seulement complice, il est co-auteur. Sans lui, André n'aurait jamais pu enterrer Catherine. Sans lui, André n'aurait jamais pu vendre la maison. Bruno mérite la prison. L'avocat général requiert 20 ans de réclusion criminelle. La salle murmure. Sylvie Delorme pleure en silence. L'avocat de Bruno Morel, maître Nathalie Morel, prend à son tour la parole. Elle reconnaît la culpabilité de son client. Bruno a aidé André. Bruno a fermé les yeux. Mais Bruno n'a pas tué Catherine. Bruno ne savait pas ce qu'il transportait. Bruno a agi sous la pression financière. Bruno a cédé à la tentation. Bruno regrette. Bruno demande pardon. L'avocate plaide les circonstances atténuantes. Elle demande une peine réduite. 10 ans, pas 20. La salle murmure à nouveau. Sylvie Delorme secoue la tête. Elle ne croit pas au regret de Bruno. Elle veut qu'il paie. Elle veut qu'il souffre autant qu'elle a souffert pendant 25 ans. Les témoins défilent à la barre. René Laurent, le voisin d'André,
raconte l'emprunt de la pelle et de la pioche. Didier Girard, l'acheteur de la maison, décrit la transaction en liquide. Maître Guillaume Garnier, le notaire, explique la découverte du testament falsifié. Thomas Perrin, l'enquêteur, détaille les étapes de l'enquête. Chaque témoignage enfonce un peu plus Bruno Morel. Chaque détail alourdit sa responsabilité. Bruno reste silencieux. Il ne conteste rien. Il attend le verdict. Il sait qu'il va passer des années en prison. Il sait qu'il a gâché sa vie pour 5 000 francs. Il sait qu'il a participé à un meurtre. Il sait qu'il ne mérite aucune pitié. Sylvie Delorme est appelée à témoigner. Elle s'avance lentement vers la barre. Elle parle d'une voix tremblante. Elle raconte Catherine, sa fille unique, sa fille discrète, gentille, travailleuse. Sa fille qui avait toute la vie devant elle. Sa fille qu'elle a cherchée pendant 25 ans. Sa fille qu'elle a pleuré chaque jour. Sa fille dont le corps reposait à quelques kilomètres de chez elle, sans qu'elle le sache. Sylvie regarde Bruno Morel dans les yeux. Elle lui dit qu'il est un lâche. Elle lui dit qu'il aurait pu parler en 1999. Elle lui dit qu'il aurait pu sauver 25 ans d'angoisse. Elle lui dit qu'elle ne lui pardonnera jamais. La salle est silencieuse. Même les avocats sont émus. Sylvie retourne s'asseoir. Elle pleure. Des amis la consolent. Le procès dure 3 jours. Les jurés délibèrent pendant 6 heures. Le verdict tombe le 14 mars 2025. Bruno Morel est reconnu coupable de complicité de meurtre, dissimulation de cadavres et faux et usage de faux. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle, moins que les 20 ans requis, mais plus que les 10 demandés par la défense. Sylvie Delorme accueille le verdict avec soulagement. 18 ans. Bruno aura 78 ans à sa sortie. Il aura perdu sa liberté. Il aura payé. Mais Catherine, elle, ne reviendra jamais. Sylvie quitte le tribunal entourée de proches. Elle donne une brève déclaration à la presse. Elle dit que justice a été rendue. Elle remercie Thomas Perrin. Elle remercie tous ceux qui ont cherché Catherine. Elle dit qu'elle va enfin pouvoir faire son deuil. Thomas Perrin assiste au verdict. Il est satisfait. L'enquête a abouti. Le coupable est condamné. Mais Thomas sait que cette affaire aurait pu être résolue bien plus tôt. Si l'enquête de 1999 avait vérifié les héritages, André Delorme aurait peut-être été identifié comme suspect. Si les propriétés familiales avaient été fouillées, le corps de Catherine aurait peut-être été découvert. Si les relevés téléphoniques d'André avaient été analysés, Bruno Morel aurait peut-être été interpellé. 25 ans perdus. 25 ans de souffrance pour Sylvie Delorme. 25 ans pendant lesquels André a vécu libre. Thomas se promet de ne jamais commettre les mêmes erreurs. Il se promet de toujours vérifier toutes les pistes. Il se promet de ne jamais laisser une affaire non résolue. Après le procès, Thomas Perrin retourne à Saint-Symphorien-sur-Coise. Il veut voir une dernière fois le lieu où Catherine a été enterrée. Monique et Jean Martin, les propriétaires actuels de la maison, l'accueillent chaleureusement. Ils ont décidé de planter un arbre à l'endroit où le corps a été découvert. Un cerisier, un arbre qui fleurira chaque printemps. Un hommage à Catherine. Thomas les remercie. Il trouve le geste beau, symbolique. Il se recueille quelques instants sous le vieux chêne. Il pense à Catherine. Il pense à sa vie interrompue. Il pense à son avenir volé. Il pense à sa famille brisée. Il pense à toutes les disparitions non résolues. Il pense à toutes les familles qui attendent. Il pense à toutes les vérités enfouies. Thomas Perrin quitte Saint-Symphorien-sur-Coise. Il retourne à Lyon. Il reprend son travail. D'autres affaires l'attendent. D'autres disparitions, d'autres mystères. Mais il n'oubliera jamais Catherine Delorme. Il n'oubliera jamais cette jeune femme de 28 ans, tuée pour une maison. Il n'oubliera jamais cette enquête qui a duré 25 ans. Il n'oubliera jamais ce testament oublié qui a tout fait basculer. Il n'oubliera jamais que la vérité, même tardive, finit toujours par émerger. Il n'oubliera jamais que la justice, même lente, finit toujours par triompher. Il n'oubliera jamais que les secrets,
même enterrés, finissent toujours par refaire surface. En avril 2025, Sylvie Delorme organise une cérémonie en mémoire de Catherine. Une petite plaque est posée dans le cimetière de Villefranche-sur-Saône, à côté de la tombe de Michel Delorme. La plaque porte une inscription simple « Catherine Delorme, 1971-1999, fille aimée, jamais oubliée ». Des amis, des membres de l'association, des collègues de Catherine viennent se recueillir. Isabelle Fournier, l'amie d'enfance, lit un texte. Elle parle de Catherine, de ses rêves, de sa gentillesse, de sa discrétion. Elle dit que Catherine méritait mieux que ce destin tragique. Elle dit que Catherine reste vivante dans leur cœur. Sylvie Delorme pleure, mais sourit aussi. Elle a enfin pu dire adieu à sa fille. Elle a enfin pu tourner une page. Elle a enfin pu trouver la paix. L'affaire Catherine Delorme s'achève ainsi. 25 ans après la disparition, 6 mois après la découverte du corps, 3 mois après le procès. Une affaire qui aurait pu rester un mystère pour toujours. Une affaire qui a été résolue grâce à un notaire consciencieux, un enquêteur tenace et un héritage oublié. Une affaire qui rappelle que le temps ne fait rien à l'affaire, qu'une disparition n'est jamais anodine, qu'une famille ne renonce jamais, qu'une vérité enfouie finit toujours par émerger. Catherine Delorme n'est plus une disparue. Elle est une victime dont le meurtrier a été identifié, une victime dont la mémoire est honorée, une victime dont l'histoire ne sera jamais oubliée. L'histoire de Catherine Delorme est l'une de ces affaires qui glacent le sang. Une jeune femme de 28 ans, vivant une vie ordinaire, disparaît un matin de septembre 1999. Aucune trace, aucun indice, aucune explication. Pendant 25 ans, sa famille cherche. Pendant 25 ans, les enquêteurs piétinent. Pendant 25 ans, le mystère demeure. Jusqu'à ce qu'un notaire découvre un testament oublié. Jusqu'à ce qu'un héritage fasse basculer l'enquête. Jusqu'à ce qu'une vérité enfouie refasse surface. Catherine n'a pas disparu. Elle a été assassinée par son propre oncle, un homme de sa famille, un homme censé la protéger, un homme qui l'a tuée pour de l'argent. Cette affaire soulève des questions troublantes. Comment un oncle peut-il tuer sa nièce? Comment un complice peut-il garder le secret pendant 25 ans? Comment une enquête peut-elle échouer à découvrir une vérité pourtant si proche? Ces questions n'ont pas de réponse simple. Elles rappellent que le mal peut se cacher partout, que la confiance peut être trahie, que la justice peut être aveugle. Mais elles rappellent aussi que la vérité finit toujours par émerger, que les familles ne renoncent jamais, que les enquêteurs ne lâchent rien, que les secrets, même enterrés, finissent toujours par refaire surface. Catherine Delorme repose maintenant en paix. Sa famille a enfin trouvé des réponses, et son histoire restera gravée dans les annales des affaires criminelles françaises. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez vos réflexions, vos émotions, vos questions. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes oubliées, d'autres mystères non résolus, d'autres vérités enfouies. Chaque histoire que je raconte mérite d'être connue. Chaque victime mérite d'être honorée. Chaque famille mérite des réponses. Merci de votre soutien. Merci de votre écoute. Et surtout, n'oubliez jamais, derrière chaque disparition, il y a une vie. Derrière chaque mystère, il y a une famille. Derrière chaque vérité, il y a une histoire. L'histoire de Catherine Delorme est terminée, mais tant d'autres restent à raconter.